Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand j'ai découvert l'île du Levant, je dois vous avouer que j'appréhendais un peu. Non pas de ne pas m'y sentir à l'aise, j'ai rencontré là-bas des personnes qui m'ont accueilli simplement, sans jugement sur ma réserve à me mettre nue, mais de ce que ça irait questionner chez moi, de mon rapport au corps, de préjugés inconscients, des injonctions de la société, ses amalgames et ses contradictions, entre censure des corps nus sur les réseaux sociaux et accessibilité sans précédent à la pornographie en ligne, ce qui me semble être le reflet d'une tension complexe dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore franchi le pas du naturisme, mais grâce au Levantin que j'ai interviewé dans Fragile, j'ai pu approcher sa philosophie, me laisser traverser par cette invitation à la déconnexion du superflu et ressentir en quelque sorte cet élan vers plus de dénuement dans ma vie, pour laisser plus d'espace à la reconnexion à soi, au monde et aux autres. Pour aller plus loin dans cette exploration du naturisme, je vous propose aujourd'hui de découvrir Histoire Nue, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent le naturisme au quotidien dans les campings France 4 Naturisme. Ils ont entre 20 et 80 ans et racontent leur parcours, leur première fois, leurs doutes, mais surtout leur attachement à une philosophie de vie fondée sur la liberté, le respect et la bienveillance. En les écoutant, vous verrez que le naturisme n'est pas un décor, c'est une expérience vécue, souvent transformante. Pour découvrir dès maintenant le podcast Histoire Nue et ses témoignages sensibles, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous au podcast. Et pour des vacances hors du temps et authentiques, rendez-vous sur le site France 4 Naturisme, www.france4naturisme.com. Vous y découvrirez des endroits idylliques dans quelques-uns des plus beaux espaces naturels de France. Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique, où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Frédéric Capoulade. Bonjour Frédéric. Bonjour Ingrid. Vous êtes né à Forcalquier en 1950 et avez grandi au Maroc entre Tanger et Casablanca où votre père exerçait comme professeur de lettres. Vous rentriez alors tous les ans en France pour les vacances que vous partagiez entre le Lot et l'île du Levant où vous passiez plus d'1 mois et demi. Vos parents avaient découvert l'île en 1949 pendant leur voyage de noces et en étaient tombés amoureux au point d'y acheter une petite maison en 1958. De retour en France en 1968 après votre bac, votre famille s'installe au port d'Hyères. Poussé par votre père, vous vous lancez dans des études de marine marchande à Marseille, puis au Havre. Vous faites carrière en tant que commandant de marine marchande à la SNCM pendant 25 ans. En 2007, au décès de votre mère, vous vous installez avec votre femme au Levant. Très vite, vous allez vous engager dans la vie levantine comme conseiller au syndic entre 2007 et 2016, puis à partir de 2018 comme adjoint spécial. On va parler bien sûr de vos engagements sur l'île du Levant, mais j'aimerais pour commencer, Frédéric, revenir sur votre parcours et votre enfance et que vous nous disiez un petit peu comment c'était de vivre au Maroc dans les années 50-60 et est-ce que c'était un choix de vos parents de s'y installer? Est-ce que vous y aviez de la famille? Alors le choix de mes parents, en fait, le papa de ma maman, mon grand-père était architecte à Tanger et il était arrivé au Maroc en 1912 pour participer à la construction de la ligne de chemin de fer Tanger-Fès. Donc il y avait la proximité de mes grands-parents qui ont fait que mon père a trouvé un poste à Casablanca en 50 et un poste à Tanger en 56. Donc j'ai passé
les 12 années de collège et de lycée à Tanger, qui était une vie assez, même très agréable à l'époque. Donc proche de la mer, c'est vrai qu'on a sillonné le Maroc en long et en large. Aussi tous les ans, on traversait l'Espagne en voiture. Donc c'était du tourisme souvent pour rejoindre la France. Pour rejoindre la France. Pour rejoindre la France. On partait en début juillet, on revenait fin septembre. Et vos souvenirs d'enfance, c'était une enfance que vous qualifieriez de douce et heureuse. Tout à fait, douce et heureuse, dans une ambiance très cosmopolite. Oui. À l'école, j'avais des camarades de toute nationalité, de toute religion. Et ça se passait tout à fait correctement, quoi. Au contact de vos grands-parents maternels, voilà. Du coup. Oui. Après, il avait loué une maison à 200 mètres des grands-parents, sur une colline à l'écart de la ville. Enfin, on a loué un appartement, on avait 2 ans. On était proche de la plage, quoi. Est-ce que ça a laissé en vous une empreinte un peu particulière aujourd'hui une ambiance, ça vous a forgé une ambiance maritime. Une ambiance maritime, déjà. Déjà, ce contact avec la mer. Le détroit de Gibraltar en face de la maison, des régates de voiliers dans la baie de Tanger, enfin... Vous grandissez au contact de la mer. Voilà, tout à fait. Oui. Et on sait qu'ensuite, ce sera quelque chose d'important dans votre vie. Comment vos parents ont-ils découvert le Levant ? Vous m'avez dit qu'ils y avaient passé leur voyage de noces en 1949. Est-ce que c'était un hasard ? Est-ce que vous savez très précisément ou c'est un peu flou sur ça ? Je pense que c'est un peu flou. J'ai vu quelques photos. Oui. Ils se sont mariés tout près d'Aix-en-Provence parce qu'un de mes oncles était chanoine à Aix-en-Provence. Et ils se sont mariés au Toronnet, à côté d'Aix-en-Provence. Et je pense que, d'après les photos que je vois, ils ont découvert Porquerolles. Puis il y a une photo de Porquerolles, une photo du Levant. Oui. Dans l'été 49, quoi. Et jamais, en fait, ils vous ont raconté ? Non. Jamais. Malheureusement, après coup... on regrette toujours de ne pas avoir posé les questions. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui les séduit dans cet endroit au point d'en faire presque immédiatement le lieu de vos vacances familiales ? Je pense qu'il est séduit, alors toujours d'après les photos, on est en photo tout bébé aux grottes, je pense que c'est une liberté totale, une rusticité tout à fait originale, pas d'électricité... Pas de voiture, de la marche, de la nage, de la plongée. Ma maman a découvert la plongée sous-marine, la pêche. Donc c'est un environnement de bienveillant et calme, quoi. Ils étaient naturistes tous les deux avant de découvrir le Levant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais même dans mon enfance, dès qu'il y avait un coin tranquille, on était nus, même au Maroc. Oui, même au Maroc. Même au Maroc, et à Casablanca, il y avait un club gymnique à 15 km de Casablanca. Et j'ai des souvenirs de ce club qui était dans les dunes, où on jouait au volleyball, on jouait au ping-pong. Par contre, on traversait les dunes et là, on pouvait rencontrer des gens, mais on était à poil là, déjà à cette époque-là. Donc aussi bien au Maroc que sur l'île du Levant, vous avez expérimenté le naturisme. Oui. Vous vous souvenez de votre première venue au Levant ? Est-ce que vous savez dater, savoir à peu près quel âge vous aviez ? Alors là, je pense que c'est à partir du moment où on a eu une maison, quoi, entre 8-10 ans. Entre 8-10 ans, 1958. Parce qu'on dormait dans une toute petite maison. Il y avait une mezzanine et ma sœur et moi, on dormait dans la mezzanine. Et les parents en bas, sur la banquette qui était transformée en lit. Parce qu'avant que vos parents achètent une maison sur l'île, vous savez où est-ce qu'ils logeaient ou pas du tout ? J'ai pas souvenir vraiment, mais je sais à peu près où ils logeaient. Ils louaient un peu partout, au refuge, une autre maison plus bas, une maison en haut de la perspective. Là, j'ai un premier souvenir d'un incendie. Où vous y étiez aussi ? Oui. Un incendie, c'est 56, là, je date ça. 56. Voilà, 6 ans. 6 ans. Et ben voilà. Une maison qui s'appelle Fantasia. D'accord. Voilà. Comme quoi les souvenirs parfois ressurgissent. Oui, tout à fait. Vous passez donc vos premières vacances à l'âge de 6-8 ans sur cette île. Quels souvenirs vous gardez de votre première découverte du Levant ? Quels sont les souvenirs, même si ce sont peut-être des fulgurances, des souvenirs, c'est le bord de l'eau, la natation, la nage, le petit bateau gonflable, les petits copains, et c'est surtout ça, les jeux de cartes, les jeux de société, sur un petit groupe d'amis qu'on avait sous la calanque de notre maison, quoi. Que vous retrouviez chaque année. Oui. C'était avant, bien sûr, à l'arrivée de l'électricité en 89. C'était assez rustique, spartiate comme mode de vie. C'était assez rustique. Il y avait la
la petite cuisine, ça servait de salle de bain, enfin de salle Oui. d'eau. La douche, c'était dehors. Oui. Le réfrigérateur était à gaz. Et c'était soit les bougies, soit des lampes à gaz. Et les soirées étaient assez courtes, hein. Donc j'ai peu de souvenirs j'ai souvenir de cette rusticité, mais Oui. on vivait beaucoup dehors. Vous dites que cette expérience naturiste s'est faite naturellement, en même temps si vous êtes arrivé jeune et que c'était naturel pour vos parents, voilà, il n'y a pas eu de sujet. Néanmoins, est-ce que à la période de l'adolescence, la question de la nudité a été un sujet pour vous? Je n'ai pas souvenir d'avoir eu aucune gêne, sachant qu'à cette époque-là, la règle tacite et qu'on respectait, c'est on allait au bord de l'eau, on se déshabillait, on quittait le bord de mer, on s'habillait. Oui, parce qu'à l'époque, c'était quand même plus... alors, peut-être pas réglementé, mais en tout cas, c'était vraiment le code. Alors que C'était le code, voilà. maintenant, c'est vrai qu'on voit davantage peut-être de gens Tout à fait. déambuler nus sur l'île. Ouais. Depuis lors, il y a eu quelques arrêtés municipaux qui ont toléré la nudité pratiquement partout. Tout à fait, mais c'est intéressant de voir cette évolution. Oui. Donc c'était vraiment la nudité de bord de mer, voilà, et ensuite chacun s'habillait. Vous restiez 1 mois en août, puis reveniez passer les 15 premiers jours de septembre, soit 1 mois et demi, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que les départs étaient difficiles? Est-ce que vous avez des souvenirs des départs de l'île? Je n'ai pas franchement de souvenirs de départs difficiles. Non, ça se passait correctement. Il y avait toujours l'attrait du voyage, hein, Oui. redescendre en Vous voiture. redescendiez en voiture, oui. Oui, donc c'était l'expédition. C'était une expédition. Je pense que pour mes parents, ça devait être un peu autre chose, mais ils étaient un peu insouciants. Oui, vous avez passé donc vos vacances de 6 ans à vos 18 ans, au contact direct avec la nature. Quelle empreinte diriez-vous que ces vacances ont laissé en vous, et en quoi ont-elles participé à faire de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, Frédéric? Question difficile. Je pense déjà à la protection de la nature, oui. qui est venue petit à petit, parce que quand on travaille, on n'y pense pas forcément tous les jours. Hein. Une certaine bienveillance, voir par endroits une petite insouciance qui est peut-être pas la bonne attitude. Hein. Vous voulez dire dans les relations dans avec les les relations, gens, vous faites confiance volontiers? Oui, je fais plutôt confiance, oui. Mais un désir de faire quelque chose pour l'humanité, c'est un grand mot, mais pour la société, pour l'environnement. Oui, on va en parler de vos différents engagements pour cette île et plus généralement aussi pour l'environnement. Vous faites carrière dans la marine marchande, vos séjours levantins vont être plus limités. Vous naviguez au long cours pendant 10 ans avant de rejoindre la SNCM en 1979. Que vous ont apporté ces voyages au long cours et ces années de navigation? Alors, ces 10 années de navigation. Les voyages au long cours, ça a mené l'expérience d'une vie un peu recluse pendant la navigation, donc contact humain déformé, un peu déformé et limité. La découverte du monde, la découverte du métier, évidemment, parce que j'étais élève, puis lieutenant, enfin j'ai gravi tous les échelons du métier. Vous démarrez à quel âge? 76. 76. Sur un pétrolier. Oui. Et ensuite sur une autre compagnie, sur des bateaux réfrigérés, où j'ai eu tous les postes, officier mécanicien, second capitaine, voilà. Donc, vous parcourez le monde. Parcourez le monde, et voilà, ça a été assez rapide finalement, mais avec des embarquements un peu longs, quoi. Donc c'était un événement de 4 à 5 mois, quoi. Quels souvenirs justement marquants gardez-vous de votre vie en mer? Ce qui m'a marqué, c'est deux incendies. Un incendie dans une cale à maïs. Là, on faisait route d'Afrique du Sud à Formose. Et un autre incident, c'était un incendie dans la salle des machines au large de la côte d'Afrique. On est resté stoppé pendant un moment. Là, j'étais lieutenant. C'était un peu dur là. On remontait à Marseille. On est remonté à Marseille un peu de briques et de broc, mais on est arrivé à Marseille. Quand même. Vous rencontrez votre femme en quelle année? Je rencontre mon épouse en 79, au moment où je suis licencié de la compagnie dont je viens de parler. Oui. Donc, donc vous n'avez pas vécu la navigation au long cours en étant en situation de couple et de famille. Oui. C'est peut-être contrairement à beaucoup de collègues. Je rencontre mon épouse à Marseille au moment de licenciement et au moment où je suis sans travail, en train de chercher un travail. Alors j'avais des propositions en Nouvelle-Calédonie. La proposition SNCM était la plus stable au point de vue famille, quoi. Donc j'ai choisi la SNCM. Vous avez des enfants? Mon épouse avait 3 enfants de son côté. Moi, nous, on a une fille tous les deux. Comment s'inscrit alors le Levant dans votre vie professionnelle et familiale pendant ces années donc à la SNCM? J'imagine que c'est peut-être beaucoup moins régulier et plus long. Beaucoup moins régulier, mais quand même plus fréquent que quand j'étais au long cours.
Oui. Et quand on a eu notre fille, on est venu régulièrement avec mon épouse de 2 ou 3 semaines par an. Vos parents y étaient installés à l'époque? Mes parents étaient installés tout l'été, puisqu'ils avaient un appartement au port d'Hyères. C'est vous qui faites découvrir l'île du Levant à votre femme? Oui. 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 Fait découvrir au moment, peu après sa connaissance d'ailleurs, oui. au moment où mes parents essayaient d'agrandir la maison. D'accord. Elle a adhéré immédiatement à l'esprit. Tout à fait. Oui, sans difficulté. Sans difficulté. Le naturisme, tout est naturel. Tout à fait naturel. Avant de parler de votre installation sur l'île, j'aimerais qu'on évoque le lien de vos parents avec cette île à laquelle ils étaient tous les deux très attachés. Un attachement qu'ils exprimaient de façon différente. Votre père marchait beaucoup sur l'île, son minimum à la main, m'avez-vous dit, car alors à l'époque, en dehors du bord de mer où les gens étaient nus ailleurs sur l'île, il fallait être habillé, un minimum en tout cas. C'est lui aussi qui vous a transmis votre goût pour les archives et l'histoire de l'île, car on n'en a pas encore parlé, mais vous faites un travail de mémoire considérable sur le Levant. Votre mère était, je crois, une figure de l'île. Vous m'avez dit qu'on avait du mal à l'arracher à son île. Elle plongeait en apnée à plus de 15 mètres, je crois. Elle pêchait. Comment vous qualifieriez pour chacun leur attachement pour cette île? Ils avaient tous les deux un peu une mode de vie un peu différente, tout en se retrouvant au bord de mer à un moment donné de la journée. Donc lui marchait beaucoup, faisait des rencontres, échangeait beaucoup sur les... Avec les Levantins. Il y avait des petites rencontres de littérature, parce qu'il aimait bien ça. Par contre, ma maman, elle descendait tout de suite dans sa calanque favorite, les moines. Les moines, Elle avait un petit bateau. Oui. Alors, soit elle nageait, elle faisait de la chasse sous-marine, soit elle prenait son bateau et elle le poussait avec ses palmes et elle allait pêcher autour de notre calanque, la calanque des moines. Est-ce que ce serait caricatural de dire que votre maman avait peut-être un rapport plus organique, sensible à l'île que votre papa, qui était peut-être plus dans la relation et la réflexion, puisque c'est lui qui vous a transmis ce goût pour les archives? Tout à fait. Ouais. Et je sais que j'ai le souvenir qu'ils se rencontraient toujours à un moment donné, là, justement, au moins. Et c'est un peu comme moi, j'ai pas l'impression qu'il aimait tellement bien rester longtemps au bord de l'eau. On se baignait, mais après, on se sèche, on reste un petit peu, mais... Ils avaient chacun leur univers. Chacun leur univers, ouais. Et ce rapport de votre maman à cette île, on sent dans la façon dont vous l'exprimez un réel attachement presque viscéral à l'île, plongée en apnée. C'était certainement une femme assez moderne aussi dans sa façon de vivre pleinement sa liberté. Vous avez pu l'observer en bord de mer, en train de pêcher, faire de l'apnée. Elle vous a transmis on était, quand je suis là, pendant une période, on était souvent ensemble. Oui, vous pêchiez ensemble? Oui, il nous est arrivé de pêcher ensemble. Et de l'apnée, vous en avez fait? L'apnée, pas beaucoup. Non, moi, je n'aimais pas trop la chasse sous-marine. Mais la chasse sous-marine, elle faisait, c'est avec le harpon, mais sans fusil. Elle allait chercher les cons ou les murènes ou les poulpes dans leur trou. Toute seule. Oui. Je crois d'ailleurs que votre mère est décédée dans la calanque. Oui. Elle est décédée en 2004. Dans cette calanque, un petit malaise cardiaque, un petit cri. C'est une époque, il y avait quand même, ça devait se passer vers midi, mais il y avait beaucoup de monde autour d'elle. Là. Il y avait du monde, d'accord. Enfin du monde, il y avait bien une dizaine de personnes qui sont intervenues de suite. Qu'est-ce que vous diriez que chacun vous a transmis à sa façon dans votre lien aujourd'hui à l'île? Ma maman, c'est un attrait pour la pêche qui diminue au cours des ans. C'est toujours difficile d'avoir un bateau, déjà d'une part, et d'autre part, on se rend compte que la ressource diminue et que il faut quand même arrêter certaines choses. Non, mais c'est intéressant de voir aussi l'évolution. Jusqu'à il y a 3 ou 4 ans encore, j'allais pêcher, Mais là, cette année, ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé pêcher, Mais j'entends que c'est aussi par conviction, pas seulement parce que les ressources s'épuisent, aussi parce que vous ressentez. Je le vois, Je nage de temps en temps avec un masque, surtout pour éviter les méduses, d'ailleurs. Bien sûr, oui. C'est quelque chose. Et pour mon papa, c'est plutôt un attrait sur la littérature et les archives. Le travail culturel. Un travail culturel plutôt. Oui, vous disiez, vous observez l'évolution de... vous avez un attrait quand même pour la biodiversité sous-marine. Justement, quels sont les poissons, peut-être les espèces que vous avez vu disparaître un petit peu sur cette île? On voit énormément moins de girelles, c'est quand même flagrant. Même quand on pêchait encore, on en prenait très très peu. Globalement, je vois pas trop les espèces, mais on voit beaucoup moins autour de la calanque dont je vous parle.
C'est en termes de nombre de poissons. Ouais, ouais. Alors certes, il y a on est à une époque en automne où il y a des bancs de poissons qui réapparaissent. Hein. Mais je trouve vraiment qu'il y a une différence par rapport aux années de l'adolescence, par exemple. S'agissant donc de votre travail d'archivage, vous tenez un blog très complet sur l'île du Levant. Quand est-ce que vous avez démarré ce travail ? J'ai démarré il y a une douzaine d'années, quand on s'est installé avec mon épouse sur l'île, où j'ai retrouvé à cette époque-là des documents anciens qui étaient dans des chemises à la maison. Qui ne vous ont pas été transmis directement par votre père, c'est vraiment, vous en avez fait la découverte vous-même. Je savais qu'il y avait ces documents dans la maison de famille, quoi. Comment vous procédez ? Donc vous parlez de ces archives familiales, est-ce qu'il y a d'autres sources Je suis à l'affût sur Internet, qui est une mine considérable, et puis certaines personnes m'ont confié soit des archives papier, soit des archives pour les numériser. Donc j'essaie de numériser au moins pour conserver ce patrimoine. Qu'est-ce qui vous semble important de transmettre, justement ? Transmettre, c'est déjà, on est à Héliopolis. Toute la fondation de Héliopolis par les docteurs d'Urville. Avec une amie propriétaire qui n'est plus sur l'île, on a écrit un livre. Qui s'intitule Histoire d'Héliopolis, histoire d'un village expérimental devenu un jardin d'essai. Entre parenthèses, puisque pour que tout le monde comprenne. Essai botanique, essai d'autogestion, essai de missiles, essai pour vaincre les préjugés. Voilà. Et on peut le trouver où, cet ouvrage ? Ici. Un très très beau livre. Vous avez en effet écrit ce livre. Vous participez également à la rédaction des Cahiers du Levant, donc qui sont des petits ouvrages sur l'histoire de l'île qui sont très bien conçus, chacun avec une thématique. Vous donnez aussi des conférences pour les journées du patrimoine, par exemple. Vous organisez des visites de l'île. Je vais peut-être vous demander un exercice un peu difficile parce qu'on n'a pas le temps dans le podcast de retracer toute l'histoire de l'île, mais si vous deviez expliquer en quelques minutes aux auditeurs les grandes lignes de l'histoire du Levant. Non, la question est relativement simple. Ah, très bien. Non, comme un peu toutes les îles du monde, il y a toujours des moments tragiques, hein. Comme l'île du Levant a été le lieu de la création d'une colonie pénitentiaire en 1865, à la fin du 19e siècle. Là, c'est l'histoire tragique, où les gamins qu'on chopait sur le continent, qui volaient un bout de pain, qui traînaient dans la rue, étaient envoyés dans ces colonies. Il n'y en avait pas qu'au Levant, mais en particulier... Donc le bagne des enfants, il y en a eu un à Porquerolles aussi. Mais l'île du Levant étant un peu éloignée du continent, ça a été des périodes très difficiles pour les enfants, qui normalement, au bout de leur période, devaient repartir avec leur pécule. Donc il y a eu plusieurs tentatives d'évasion, et puis surtout il y a eu une révolte suite à la réunion d'enfants qui venaient de Corse, plus ceux du Levant, qui a provoqué la mort d'une dizaine d'enfants dans un cachot. Ils étaient enfermés dans un cachot, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une révolte, entre eux. Donc il y a eu des morts incendiés, brûlés même. Il y a un ouvrage sur il y a un ouvrage qui a été fait par M. Claude Gritti. Oui, Les enfants du Levant. Sur les enfants du Levant. Et pour vous dire précisément, il ne reste plus grand-chose de ce pénitencier, sauf un cachot. Qui se trouve sur la partie militaire. D'accord. Qu'on peut aller voir pendant les... Non. Il y a des visites spéciales organisées de temps à autre. Cet été, pour les 90 ans, il y a eu 2 visites. Mais bon, on voit juste... Monsieur Gritti a fait des maquettes, on voit juste les maquettes. Ça, c'est l'histoire tragique. Un petit bout de l'histoire tragique aussi qu'on peut raconter, c'est que l'île, à l'époque, après, a servi de cible pour la marine. Donc les navires militaires venaient tirer des obus sur l'île. Donc il y avait des batteries factices et ils tiraient des coups de canon en n'en plus finir, provoquant des incendies. En quelle année ? C'est dans les années 1896 et 1910 à peu près. Donc ils ont tiré de tous les côtés à l'est de l'île. Et l'île en garde des traces La végétation a brûlé, donc elle a repoussé, elle est un peu différente. Et il reste encore, je crois, 2 batteries que je pense que la DGA essaye de les dégager pour les montrer, justement. D'accord. Maintenant, on arrive à des histoires un peu plus sympas. C'est l'arrivée des docteurs d'Urville en 1931, qui, après avoir fondé un centre à Paris, un centre naturiste de Physiopolis, sur une île, on leur a proposé d'acheter un bout de l'île du Levant, où nous sommes actuellement, de 65 hectares. Le reste, à l'époque, ils l'ont loué à la marine.
Donc l'île était disponible pour eux entièrement, Mhm. sauf qu'ils ont construit le village dans l'endroit où ils l'ont acheté, quoi. Donc, et là, ils ont fait venir d'abord leurs adeptes, parce qu'ils avaient pas mal de gens qui allaient à leur institut naturiste à Paris, dont ils soignaient avec des méthodes naturelles. C'était une population cosmopolite Cosmopolite, plutôt bourgeoise d'ailleurs Oui. au départ. Oui. Oui. Ce qui Mais- explique peut-être aujourd'hui qu'il y a un certain héritage aussi de ça, parce que des 3 îles, c'est quand même l'île sur laquelle il y a le plus de diversité. Plus diversité. Ouais, Alors, ouais, ouais. certes, au départ, c'était des tentes, ils louaient des tentes, Ouais. ils ont construit quelques petits bungalows, mais tout de suite, les maisons confortables à l'époque Mm. ont été construites. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut déplorer qu'il n'y a plus du tout de camping, quoi, ou pratiquement pas. Ouais. Il reste des vestiges de ces premiers cabanons. Premier cabanon, il reste un ou deux cabanons de cette époque-là, Ouais, dont un habitant y habitait encore il y a 3 ans, c'est vrai. oui, qui est baptisé 1932. Waouh. Et c'était impressionnant dans l'univers dans lequel il vivait, cette personne. Ouais. Qui était encore. Enfin, Oui, oui. le Il a cabanon quitté est- l'île, à 96 ans. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. C'était un lit, un réchaud, et le reste dehors. À la façon Et de. un poêle joubé, le poêle. Ah là là. Comme à l'origine, quoi. Oui, oui. Mm. Donc l'installation des Durville Qui qui. s'est fait avec beaucoup de difficultés, Oui. parce que Oui, la logistique défricher, ici. faire Mm. les routes, amener les matériaux. Mhm. Mais tant bien que mal, ils y sont arrivés à monter, enfin, faire quelque chose de concret. Mhm. Ils axaient surtout dans le naturisme sur la gymnastique, se déshabiller au maximum, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer. Mhm. Ouais. Voilà. Donc- Et si possible, ne pas. Ils étaient contre la vaccination obligatoire. Voilà. Ouais, c'est intéressant de le savoir. C'est pas contre la vaccination. hein. Ouais, contre la vaccination obligatoire. Quels ont été les grands épisodes ensuite après l'arrivée des Durville? Comment s'est construit la vie sur l'île? Quels étaient les habitants? Et ensuite, qu'est-ce qui a structuré? Il y a eu l'arrivée aussi de l'armée. Enfin, Dans les premiers temps, c'était le problème du lotissement, essayer de viabiliser tant bien que mal un lotissement. Ils ont foré 5 puits Oui, pour avoir de l'eau. Ils ne Oui. voulaient pas de réseau d'eau potable. ok. Ces puits, malheureusement, ont vite été pollués par les assainissements. Par contre, toutes les maisons, normalement, au départ, devaient avoir une citerne, Mhm. donc récupération d'eau de pluie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Pendant Il y a eu la guerre, l'occupation italienne, Occupation puis allemande. italienne puis allemande. Oui. Des Habitants jusqu'à quand? Ben, 42? Ouais, 40. Quand les Allemands sont arrivés, Quand ils les ont viré Allemands tout le sont monde. arrivés. Ouais, comme sur les autres Ouais, îles. pareil. Oui. Et donc après, le premier débarquement a eu lieu sur l'île de Levant, Mhm. parce qu'ils pensaient qu'il y avait une batterie factice au Titan. C'était un leurre, donc le débarquement a continué sur la côte. Porquerolles, c'était un peu plus long à libérer. Et après-guerre, en fait, le naturisme est reparti grâce à une association. Les Durville étaient un peu absents Oui. après-guerre. Comment 48-49, la DIL, l'association naturiste, a Oui. repris les rênes et vraiment a fait renaître le naturisme au Levant avec l'arrivée de beaucoup de monde et beaucoup de campeurs, surtout au niveau des grottes, au-dessus, sur la colline là, qu'on y a en face de nous. Là. Et ça a duré comme ça jusqu'en 56, Mhm. où il y a eu un incendie important au niveau de l'antenne derrière. La DIL. Et l'incendie de 56. Et l'incendie 56 Mm. qui a été provoqué par des campeurs. Hein. Ouais. Ah, Il y a pas des campeurs qui étaient sur la crête. Et qui a fait beaucoup de dégâts. Oui, non, enfin, il a duré la nuit. Moi, j'ai des souvenirs. On se levait à 1h du matin, on voyait la crête en feu depuis le fort. Quoi. Et donc, depuis cette époque-là, le camping a été interdit sur cette zone-là. Mhm. Et dans la foulée, l'État, la marine, a repris ses droits sur ce terrain-là. L'arrivée de la marine, c'est dans les années 50. Ça s'est fait un peu doucement. Par étape. Oui. Mhm. Un peu une cohabitation. Alors, quand ils fermaient les plages, enfin même les grottes, les plages, Rio Fred en hiver, ils l'ouvraient en été. Quoi. Mhm. Et en 60, si tu veux, ils ont exproprié toute une partie du lotissement, Oui. parce que ça donnait ça avait une vue directe sur la base, ce qui a provoqué, si tu veux, sur le bord de mer, l'installation dalles en ciment, des fameuses dalles, des solarias. D'accord. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup moins de plages. Et les clôtures ont été posées Voilà, quand? à partir de là. Quoi. À partir de là, début des années Ouais, 60. 60. C'est ça. Donc cette identité, cette vocation militaire de l'île est vraiment une réalité, puisque le Levant est un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. 90% de l'île, on Même un évalue. peu plus. Même un peu plus, près de 95% Ouais. de l'île est fermée au public. On en parlait tout à l'heure, vous organisez des visites occasionnellement pour les Levantins. De cette année,
projets, je crois, C'est après ça, le Covid, qui ont eu beaucoup de succès. Qu'est-ce que l'on découvre lors de ces visites ? Alors, lors de ces visites, d'abord, on nous présente le centre de la Direction Générale de l'Armement. Oui. Ce qui se passe donc sur les lieux, hein, des tirs de missiles, des essais de missiles de toutes les armes, hein, marine, l'armée de terre. Et on découvre donc la base vie, l'endroit où était le pénitencier. On découvre surtout la pointe du Titan, avec le phare du Titan, qui est un endroit assez grandiose. Oui, que peu de gens maintenant ont pu vivre. Tout à fait. Il reste peu de personnes qui l'ont vécu. Avec un port, il y avait un port particulier, malheureusement, est complètement détruit. On découvre Port-Avis et le cimetière civil qui est sur la base, où il y a une stèle qui commémore les enfants du Levant. Il y a des Levantins qui sont enterrés là-bas. Alors pour aller se recueillir sur les tombes. Sur les tombes, il y a une visite organisée normalement autour du 1er novembre tous les ans. Une fois par an, les Levantins peuvent y aller. Et donc uniquement des membres de la famille. Voilà, tout à fait. Oui. Quelquefois, c'est un petit peu étendu, quoi. Oui, mais très peu de personnes. Oui. Vous y avez, je crois, votre maman qui... On a enterré les cendres de ma maman avec une belle mosaïque colorée. Oui, c'était à sa demande. Qui donne des couleurs, oui. Oui, voilà. Vraiment, vous ne pouvez pas l'arracher de cette île. Voilà. La cohabitation avec l'armée se passe bien ? Alors, la cohabitation se passe très très bien. Très important pour nous, en fait, on a une convention d'assistance, donc ils interviennent surtout en saison assez fréquemment, les pompiers. Et je crois qu'il y a eu un accouchement là. Et il y a eu un accouchement le 6 septembre. C'est ça. Une petite Isia, la fille de la secrétaire de mairie, qui a accouché à l'infirmerie de la base. Ah, voilà. Incroyable. Voilà. C'est même pour la base des GA, c'est la première fois, je crois, qu'il y a une naissance sur les bases des GA de France. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. La petite fille a traversé quand même après ? Elle a traversé par hélicoptère parce que le médecin était venu avec un hélicoptère. D'accord. En plus, elle a eu droit à un voyage par hélico. Ah bah dis donc, pour commencer, c'est pas mal. Vous pensez que c'est un bienfait pour l'île, cette présence militaire ? Tout à fait. Oui. Alors, de protection, déjà, protection du territoire. Sauvegarde des personnes et des biens. Hein. Vous avez des sujets communs sur lesquels vous travaillez ? On aimerait bien avoir des sujets communs qui ont déjà fait l'objet d'études il y a déjà 10 ans. Le problème essentiel, c'est l'eau. Donc j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là. Oui, peut-être que la présence militaire pourrait... on reparle d'une usine de dessalement, par exemple, parce que les ressources cette année sont très très faibles. Oui. Et les niveaux, nous on est alimenté par un château d'eau, si on n'a plus d'eau dans les citernes. Et le château d'eau, le niveau diminue et les forages donnent moins. Voilà, j'ai résumé la situation. Oui, donc la solution, ce serait... une usine de dessalement en commun. Oui. Qui permettrait de remplir le château d'eau ou de remplir leurs barrages, parce qu'ils ont 3 barrages. Il y a des actions quand même de sensibilisation de la population qui sont faites pour limiter... Il y a énormément d'actions, mais après il y a des hôtels, 2 ou 3 hôtels, il y a les loueurs privés. Les touristes aussi. Mais on renouvelle sans arrêt, enfin le syndicat et moi renouvelons les actions de sensibilisation. Oui. En 2007, on va revenir un petit peu à votre parcours, Frédéric. En 2007, vous vous installez sur l'île dans votre maison familiale. Comment s'est passée l'installation ? Est-ce que vous êtes vite adapté ? C'est tout à fait. Ça s'est fait pas comme une lettre à la poste, parce qu'il a fallu quand même transporter, ramener quelques meubles, mais très peu de meubles, parce qu'en fait, il y avait les meubles de la maison. Hein. Mais pour vous, quitter le continent et vous dire je viens ici, ça s'est fait. C'était une envie ou vous êtes C'était posé la question ? En concours de circonstances. Étant à la retraite, on était dans le Vaucluse à cause de la proximité de mes beaux-parents. Mon beau-père est décédé, il n'y avait plus que ma belle-mère qui était un peu âgée, qui avait tout ce qu'il fallait comme aide. Donc on l'a abandonné pour s'installer au Levant. Vous êtes tellement bien adapté qu'en 2007, vous intégrez le syndic en tant que conseiller jusqu'en 2016. Donc très rapidement, vous faites le choix de vous engager dans la vie levantine. On a parlé de l'eau. Quels sont les autres grands sujets sur lesquels vous avez travaillé pendant 9 ans et les enjeux des prochaines années pour l'île, selon vous ? La remise en sécurité du port, qui à l'époque, en 2007, permettait d'avoir un port bien protégé au nord et au sud. Malheureusement, le projet de l'époque a été retoqué, a été attaqué par une association. Pour quelle raison ? Parce qu'on déroquetait quelques mètres carrés de Posidonie. Voilà. Et quand on sait quand même que parfois les navettes ne peuvent pas accoster, qu'il y a eu, je crois, un mort. Alors, et au bout du compte, cette action, ils ont été déboutés au bout de 7 ans, 8 ans de procédure.
Mais l'argent qui était dévolu à ce projet a été dirigé ailleurs. Donc depuis 2007... et donc d'autres projets ont vu le jour. Oui. Et actuellement, on est dans une phase normalement d'arrivée de l'enquête publique. D'accord. C'est un projet qui permettra de protéger au moins le port du Mistral, quoi, des vents du nord-ouest. D'accord. Ouais. Et là, vous êtes confiant sur une échéance proche J'attends, parce que normalement, elle aurait dû avoir lieu pendant l'été. Maintenant, on nous a dit l'automne. Je crois qu'on est le premier jour de l'automne. Oui, absolument. Donc, on attend. Bon. Il y a d'autres sujets, les déchets, est-ce que c'est un sujet aussi? Les déchets, c'est un sujet, mais là aussi, il y a des actions en cours. On doit nous refaire la métropole doit nous refaire la zone de déchets en haut avec des plateformes, avec du drainage. Tout doit être remis aux normes. Dans une zone qui appartient à l'État, à la Défense, où il y a quand même quelques procédures d'études Natura 2000 quand même, qui je ne sais pas si elles sont arrivées au bout. Mais le projet, les plans sont là, ils sont prêts à démarrer au moins une zone de déchets correcte autour du château d'eau. Et pour le château d'eau, puisqu'on va parler de l'eau, il est prévu aussi le nettoyage de ce château d'eau et le remplacement des pompes de forage aussi pendant cet hiver-là. D'accord. Et puis je crois aussi qu'au niveau des déchets, il y a eu une action menée avec Smilo sur le recyclage des déchets verts, c'est ça? Smilo, ça c'est l'ASL a fait une belle action pour limiter le brûlage des végétaux. C'est ça. En ayant des subventions pour acheter de gros broyeurs. Donc il y a pas mal de broyage qui évite quand même le brûlage, parce que dès que la saison arrive, normalement les gens demandent une autorisation à la mairie pour que les pompiers soient au courant. Ils doivent téléphoner aux pompiers, parce que le gros risque ici, c'est le risque incendie. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la population ici a une conscience écologique un peu plus accrue qu'ailleurs? Justement, on parle des sujets de l'eau qui sont brûlants, la gestion des déchets. Est-ce que l'île, en quelque sorte, pourrait être qualifiée de laboratoire un petit peu, d'expérimentation Ce serait l'idéal, mais bon, quand on fait le bilan, je crois qu'il y a 280 parcelles, 230 propriétaires en gros. Il y a peu de propriétaires qui vivent à l'année. Les propriétaires, la plupart, viennent un petit peu en été, soit ils louent leur maison. Donc la conscience est difficile à installer. Et il y a un renouvellement en plus important de la population. Alors certes, ça s'améliore, mais on pourrait penser qu'on pourrait être un laboratoire, mais malheureusement, c'est très lent. Les sujets sur lesquels, pendant ces 9 ans, et même un peu plus maintenant avec votre expérience d'adjoint spécial dont on va parler, les sujets sur lesquels vous trouvez qu'il y a eu des belles avancées? Alors, les belles avancées, c'est l'introduction des véhicules électriques. Alors, qui ont leurs détracteurs, c'est sûr, c'est plus cher, on déporte la pollution ailleurs, mais pour le domaine, c'est quand même un gros progrès de ne plus avoir de véhicules thermiques. Il y a très peu de véhicules sur l'île. Oui, il y a peu de véhicules. Oui, il y a peu de véhicules. Il faut pouvoir justifier d'une activité d'une activité où il y a les véhicules municipaux, où il y a les véhicules de collecte des déchets. Oui. Mais il y a eu un gros effort de certains commerces pour passer à l'électrique. Et donc il ne reste plus aujourd'hui, on en parle, il ne reste plus que 2 camions de matériaux, un gros bus, et des camions de collecte des déchets qui sont thermiques. À part ça, la collecte des déchets qui s'est nettement améliorée depuis une quinzaine d'années, où il y a le tri. On trie quand même plastique, papier, verre, ce qui est pas mal. Et les bouchons plastiques. Et les bouchons plastiques. Et les mégots. Là, c'est un gros souci, les mégots. Les mégots, Bon, vous prenez 2 ans de repos entre 2016 et 2018 et ensuite vous prenez les fonctions d'adjoint spécial. Comment ça s'est présenté ? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ces fonctions ? Je n'avais pas du tout ça en tête. C'est mon prédécesseur. 5-6 mois avant de partir, avant de décéder. Jean-Louis Vial m'en a parlé en disant tiens, ça t'intéresserait J'ai dit pourquoi pas. Puis ça m'est sorti de la tête. Et après, c'est plutôt des Levantins, au moment où il est décédé, qui m'en ont parlé. Quels sont les liens que, en tant qu'adjoint spécial, vous entretenez avec la mairie d'Hyères ? Avec la mairie, alors la mairie est loin, donc j'ai l'impression d'être le capitaine sur le bateau Île du Levant. Un peu seul. Un peu seul. Bon, j'ai beaucoup de contacts avec l'administration, moins avec le maire et les élus, mais les contacts principaux de gestion quotidien ou pas, c'est avec la police municipale par exemple.
Mais sinon, vous avez assez peu de réunions, de moments de J'ai réflexion. assez peu de réunions. Déjà, pour me déplacer, c'est difficile. Ouais. Et on aime bien quand on vient nous voir. Alors, il est prévu une réunion le 18 octobre, justement, pour faire le bilan de la saison. Oui, et puis peut-être pour relancer le sujet de la sécurisation du port. Et avec les adjoints spéciaux des 2 autres îles, Porquerolles et Porquerolles, est-ce que vous avez des liens ou pas ? Là, je vous dirais, au départ, quand on a été désigné par le conseil municipal, on s'est échangé nos coordonnées. Mais comme je reviens à ce que je vous ai dit, on est loin. Oui. Et donc, c'est difficile de se réunir. Certes, un peu avec Porquerolles. J'en ai eu un petit peu, mais en fait, les sujets sont complètement différents sur chaque île. Donc là, on est entre Porquerolles et Porquerolles au point de vue population, mais les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis surtout, on est majoritairement un domaine privé. Les demandes de l'ASL, par exemple, souvent, les réponses, mais vous êtes privé. Finalement, d'ailleurs, c'est peut-être avec le syndic que vous avez le plus de liens et avec lequel vous travaillez en plus grande proximité. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'association syndicale libre des propriétaires d'héliopolis. Du domaine naturiste. C'est un peu long. On résume ça par syndicat. Il y a un sujet aussi dont vous m'aviez parlé, qui est le balisage devant la côte. Oui, le balisage, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que il y a eu du balisage entre le Pierre Plate et les Moines. Il a disparu un jour. Et j'ai beaucoup de mal à le faire revenir, sachant qu'il y a de plus en plus de nageurs qui font du longe-côte. Bien sûr. Et surtout, c'est l'arrivée des bateaux qui viennent de Saint-Tropez et de Cavalère, qui rasent la côte au niveau de la galère et qui arrivent au Pierre Plate avant de voir la première bouée, qui est presque au large du port. Donc là, il faudrait remettre des bouées. Alors, certes, on me répond que les profondeurs c'est trop profond pour mettre une bouée. Mais on pourrait les mettre un peu plus près, même si c'est à 200 mètres. J'essaie de relancer tous les ans. Vous êtes également président de l'association Souffleurs d'écume et Écosciences, engagé dans la protection des cétacés. Vous êtes à l'origine d'un dispositif de repérage justement des cétacés qui est désormais obligatoire sur les grands navires en Méditerranée. Comment c'est arrivé cette... C'est REPSET, vous parlez de REPSET. Je parle de REPSET, oui, qui est quand même un dispositif maintenant, qui est indispensable. Alors, pour revenir à l'origine vraiment de la chose, quand je naviguais à la SNCM en tant que lieutenant, j'avais affiché à la passerelle des posters de cétacés, de Greenpeace. Et le commandant m'a dit, c'était au moment de l'affaire de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Le commandant m'a dit, enlevez-moi ça. Et par contre, une fois que j'étais commandant, au sud de Porquerolles, je vais me coucher, puis j'entends un bruit, un peu sourd. On m'appelle, on ne comprend pas, le bateau a ralenti, on a un sillage énorme. Alors je vais à la passerelle et je dis stoppez. Et j'ai été voir devant, et il y avait un rorqual sur le bulbe. Incroyable. Sur le bulbe. Donc j'ai de l'avant avec le Bosco, on a fait marche arrière pour se dégager. On n'allait pas naviguer avec ça. Donc on s'est dégagé et j'ai appelé le sémaphore, j'ai appelé le crossman pour dire attention, il y a ça. Puis on est rentré à Ajaccio tranquille. Ça c'était au mois de juin. Et puis c'est tout. Et puis je change de bateau au mois d'août, je suis sur le NGV Asco à 35 nœuds. Et là, on voyait tous les jours, on envoyait des baleines tous les jours. Et un soir à 22h, par clair de lune, j'aperçois un souffle devant le bateau, le temps de toucher le tiller. J'ai pas pu l'éviter. C'était trop tard. Waouh. Là, un choc. Voie d'eau, tout ça, arrivé à Nice à 2h du matin, les pompiers, enfin, tout le monde était là. Là, je prends conscience vraiment du problème. Et là, je contacte les scientifiques à Montpellier qui tout de suite me répondent. Oui, d'accord, pas de problème, on va faire des études là-dessus. Et c'est à partir de là qu'arrive mon engagement. Et là, à ce moment-là, en même temps, pratiquement, il y a le parc de Porquerolles m'appelle en disant voilà, on met en place des groupes de travail pour créer le sanctuaire Pélagos. Donc j'ai participé à toute la création du sanctuaire. En quelle année là on est 98-99. D'accord, oui. J'ai participé au groupe de travail, collision, gestion, qui était une période assez intéressante parce que j'étais toujours navigant, mais j'allais à Porquerolles faire des réunions. Et donc, à un moment donné, je rencontre Pascal Mayol, qui avait créé une association Souffleurs d'écume à l'époque où il y avait des dauphins qui étaient rentrés aux Ambiers. Et on se rencontre à Rome parce que j'avais même été invité à Rome au cours d'un symposium sur les cétacés. Et puis il prépare son mémoire de fin d'études sur ça. Et ensemble, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire un espèce de report de collision. 2 ou 3 ans après, on fait carrément un test grandeur nature sur le NGV.
On envoie ça à terre, ils nous reproduisent des cartes. Une fois que c'était un peu avancé, on a rencontré une société technologique, Crisar, qui n'existe plus, et ils ont créé le REP7, justement. Qui est aujourd'hui un dispositif obligatoire. Voilà, qui est rentré dans les arrêtés, oui. Oui, donc c'est une contribution majeure. Oui, hein. oui. Je suis assez fier du nom, parce qu'on l'a choisi ensemble avec Pascal. Et aujourd'hui, vous œuvrez encore au sein de cette association ? Aujourd'hui, un peu moins, parce que l'association, en fait, a été... la partie cétacée a été transférée à Miraceti, une grosse association cétacée qui est basée Martigues, dans la région marseillaise, qui a regroupé plusieurs autres associations et qui vraiment prend de l'essor, quoi. D'accord. Voilà. Et je les laisse naviguer maintenant. En 2000, il y a une baleine qui s'est échouée au Moine, un rorqual, qui s'est échoué un peu pourrissant, quoi. Et des vertèbres ont été remontées. Il y a des vertèbres à la Villa Capri et j'ai des vertèbres chez moi. C'est assez incroyable. Ah oui. Si vous deviez décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, la géographie du lieu en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, ça monte. Ça monte. Ça monte. Il y a un bord de mer agréable, il y a pour tous les goûts. Oui. Voilà. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour vivre rustiquement ou moins rustiquement. Mais rustiquement quand même, vous avez précisé. Un jour sur l'île, pour vous, ça ressemble à quoi, Frédéric ? Un jour sur l'île, c'est... je me lève tôt. C'est relativement récent, mais relativement tôt, je me balade. Oui. Soit au point du jour, voir le lever du soleil, soit à un autre endroit. Ensuite, suivant les jours, parce que la mairie n'est pas toujours ouverte en hiver. Oui. Je fais un tour à la mairie. Puis après, en général, les après-midi sont libres, soit du bricolage, des broussaillages, rangements, baignade, balade dans la réserve. Donc un travail à la fois engagé en tant qu'adjoint spécial, mais vous profitez un petit peu de votre retraite quand même. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. En tant qu'adjoint spécial, justement, le matin, quels sont les sujets qui peuvent arriver, débarquer Les sujets, c'est les demandes de containers, les propriétaires, les demandes d'informations. La mairie, comme ce matin, m'a demandé le compteur de l'imprimante. Ouais. Mais bon, j'ai une secrétaire qui quand même gère tous ces problèmes quotidiens. Vous n'êtes pas tout seul. Elle est en congé de maternité, mais elle va revenir. Oui, avec sa petite fille qui vient d'arriver. Voilà. Vous traversez régulièrement ou pas ? Alors, on traverse... il y a des rendez-vous médicaux. Oui. Alors, j'ai un pied-à-terre au Lavandou. D'accord. C'est très important. Oui, pour vous, c'est indispensable. La plupart des Levantins... Pas peu de Levantins, d'ailleurs. C'est vrai. Mais le dentiste, le docteur, le mauvais temps qui empêche d'accoster. Il y a plein de sujets. Et puis les rendez-vous, même si j'en ai pas beaucoup, il y a des rendez-vous en mairie, il y a les conseils municipaux. Bien sûr, oui. Le besoin parfois de couper justement avec l'île, est-ce que vous quittez, vous prenez le temps parfois de quitter l'île Alors on l'a fait régulièrement avec mon épouse, on est allé voir notre fille qui est en Bretagne. Oui. Là un peu moins parce qu'il y a eu les années de Covid. Oui. Mon épouse est un peu plus âgée que moi, c'est un peu plus difficile. Par contre, les enfants viennent nous voir. Ouais. Et là, on va couper juste 2 jours. On part demain matin, on revient vendredi. Oh, c'est sage comme coupure. C'est une coupure. C'est une coupure. Ah, pour vous, c'est une coupure. Ouais. Oui, donc ça veut bien dire que, globalement. Même s'il y a un conseil municipal vendredi après-midi, auquel je ferai acte de présence au début, parce que le bateau à 4h30 après. Bon, quelle est la saison que vous préférez vivre au Levant ? La saison, c'est maintenant. C'est maintenant. Septembre, octobre, novembre, même assez tard. Hein. Et les mois d'avant-saison, mai-juin, c'est pas mal. Ouais. Le printemps et l'été indien. Printemps, l'automne, l'été indien, c'est ça. Ouais. Vous avez un endroit que vous affectionnez particulièrement sur l'île ? Pas spécialement. Non, un peu... La maison. Ah, mais c'est bien, c'est important. J'ai une belle vue, ouais. J'ai toujours les jumelles à portée de main. Comme on vient de réparer le câble. Ouais, une vue sur le Port-Cros. J'ai suivi la réparation du câble dans la baie de Portmont. Ah oui, qui était... Ça s'est passé... hier, avant-hier. Ouais, c'est ça. Il y a un article dans Var Matin aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui, vous êtes aussi correspondant au Var Matin. Ah oui, je m'appelle petit correspondant de Var Matin. Petit correspondant. Quand est-ce que vous arrivez à faire tout ça ? Petit correspondant à l'Assemblée Générale de la Chapelle. Oui, vous êtes là, voilà. Des événements... Vous êtes plusieurs à donner des informations de Levant, vous êtes le seul. Ouais. C'est indispensable. L'élection de Miss Levant, par exemple, ça peut arriver quand il n'y a pas de journalistes qui viennent, qui n'ont pas envie de venir. Ça m'est arrivé de faire au moins les photos et même un article. Et mon épouse l'a été aussi. Ah, c'est vrai.
Est-ce que Frédéric, vous avez un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue au Levant? J'ai un peu réfléchi à ça, justement, j'en ai une ou deux. Oui. Quand j'étais jeune, c'était aux grottes. Il y avait plein de monde aux grottes. Quand les gens arrivaient habillés, ça arrivait. Oui. Ils se mettaient au milieu des gens et le jeu, c'était d'envoyer des miroirs, des éclairs de miroirs sur les gens. Pour les gêner. Pour les gêner. Alors, soit ils partaient, soit ils se déshabillaient. S'ils se déshabillaient, tout le monde applaudissait. Ouais. Et tout le monde s'en foutait après. C'était un peu le jeu, quoi. Oui, mais ça, on m'en a parlé. Ouais, c'était vraiment d'interpeller les gens qui lâchaient puis, pas moi, j'ai le souvenir la réverbération. C'est un peu chiant. C'est très pénible. Ouais. Après, un autre souvenir, mais c'est plus lié à la pêche, ça. Ouais. Et mon épouse me voyait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en dessous de chez moi, j'étais sur un petit bateau. Oui. Mon petit bateau, je pêchais des bogues, je crois. Et puis, tout d'un coup, je vois trois masses qui circulent autour du bateau. Je pense que après coup, c'est des dorades coryphènes, mais assez grosses. Hein. Oui. Et j'ai pris ma rame et je les ai réussi à les toucher. J'avais eu un harpon, j'aurais pu les harponner. Et mon épouse en haut dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ouais, je me souviens d'une petite anecdote comme ça, là, de pêche, quoi. De souvenirs de pêche. Ouais. Pour revenir donc à l'histoire des d'Urville, donc initiateur du naturisme en France, qui crée en effet le domaine d'Héliopolis, on l'a dit en 1932, il résume l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Alors Héliopolis fête ses 90 ans cette année. Est-ce que pour vous cette vision exprimée par les d'Urville a toujours cours Est-ce que l'esprit originel a été conservé? Cet esprit dont parlait d'Urville. Je pense qu'il a été conservé dans une grande partie. Oui. Une grande partie de la population qui vient sur l'île. Malheureusement, on va arriver d'autres populations qui ne sont pas vraiment dans cette optique-là, qui viennent pour faire la fête, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un bon noyau de personnes qui viennent pour ça, quoi, qui viennent pour se reposer de la civilisation parisienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris. Oui. Et donc globalement, cet esprit... On peut retrouver ça, oui. 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 Qu'est-ce qui pourrait venir troubler quand vous dites il y en a qui viennent pour faire la fête? Est-ce qu'il y a quand même des tendances dont vous vous dites bon ça pourrait quand même venir troubler l'esprit original? C'est un peu une tendance genre Cap d'Agde, un peu d'échangisme libertin qui certes ont toujours existé mais c'était pas de façon aussi apparente. Hein. Est-ce que c'est circonscrit à une saison? Est-ce que vous sentez que ça prend un peu d'importance? Je pense que c'est circonscrit au mois d'août. Au mois d'août, ouais. Allez, on peut même étendre 15 juillet, fin août, quoi. Ouais. C'est surtout ça, parce qu'en dehors de ça, faut pas... Oui, l'île retrouve... oui, parce que après les commerces ferment, il n'y a plus qu'un restaurant ouvert. C'est pas ça, mais le risque est que cette chose-là s'aggrave pendant ces mois-là. Bien sûr, et puis ça reste quand même des mois d'été où certainement que les gens qui vivent le naturisme dans cet esprit originel ont aussi envie de profiter de ça. Et peut-être qu'ils fuient davantage l'île à cette période. C'est ça, oui. C'est ça, c'est ma crainte. Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer ce plaisir de vivre nu aux personnes qui peut-être regardent ça avec curiosité, parce que finalement la pratique naturiste en France est assez confidentielle et il peut y avoir, vous parliez du Cap d'Agde, il peut y avoir un amalgame, une confusion entre naturisme et nudisme. Néanmoins, voilà, ce plaisir de vivre nu à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, Moi, je décrirais ça, c'est l'homme dans la nature. Ouais. Voilà, je pense que ça vient tout naturellement. Moi, je sais que mon histoire de vent, c'est plutôt être à poil au bord de l'eau, moins sur les corniches, mais je sais que sur les corniches, j'y viens peu à peu, même moi. Hein. Je remonte de la plage, du bord de mer comme ça. Chez moi, je suis toujours nu, mais la température fait... on ne peut plus supporter de vêtements, quoi. Même dans la Quand réserve, on a commencé à expérimenter réserve, ça, c'est difficile de revenir. C'est pas possible. Je ne parle pas du maillot mouillé, ça. Je connais pas, mais... Non, mais oui, cette idée du confort. Ensuite, c'est difficile de revenir... la présence de l'air. Là, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais, quoi. Mais là, le fait de mettre des chaussettes, j'en ai mis ce matin parce que j'ai fait une opération spéciale. Et il fallait. Mais alors, le naturisme, voilà, c'est pas qu'un plaisir, c'est aussi un mouvement qui renvoie à un certain nombre de valeurs dont la nudité est un aspect seulement.
Comment vous définiriez le naturisme ? Vous en avez parlé tout à l'heure, hein, un mode de vie sain, manger sainement, le rapport à la nature. C'est un peu tout ça, Ouais. avec sans oublier une vie quand même sociale. Oui. Hein. Le respect de soi et des autres aussi, oui. j'entends. On a eu une rencontre naturiste sur la dalle du port là, Oui. pendant l'été qui était très intéressante, où on a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Julien Volga. Oui. On trouve c'est des vidéos sur Internet qui, en fait, a défini le naturisme, j'en ai parlé. Le naturisme, c'est quoi ? C'est l'homme dans la nature. Et on résume tout en disant ça, parce qu'il y a une définition qui dit la nudité en commun, le respect. Mais quand on dit l'homme dans la nature, ça veut dire le respect de l'environnement, le respect de soi, la bienveillance, la nudité si c'est autorisé, si c'est possible. Et donc, oui, mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que pas obligatoire. Voilà, ouais. tout à fait. Ouais. Tout à fait ça, il faut... Parce que en fait, l'environnement permet ça. Oui. De découvrir cette nudité, je crois. Bien ça sûr. n'est pas forcément de découvrir le naturisme. Oui. On met la nudité en commun. Et donc, il était là avec son épouse. Il a fait une petite conférence sur le naturisme, mais plutôt le naturisme par rapport à la société. C'est un peu ce dont on parle. Oui. Et son épouse est chamane et a fait des chants en rapport avec le chaman sur la dalle du port. D'accord. On n'était pas nombreux, on était 20, 25. C'était un moment, au coucher du soleil, c'était pas mal. Mais finalement, cet esprit naturiste, quand on regarde les grandes évolutions écologiques, environnementales, sociétales, elle est assez visionnaire. Oui. Je sais pas ce que vous... Oui, je comprends, pensez. je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Il y a une volonté de revenir aussi, peut-être... oui, et puis c'est un peu ce qu'on peut pressentir là, en ce moment. Pour sauver cette planète qui brûle, certainement de revenir à des pratiques qui vont chercher dans le naturisme. Suzanne Zeiser, qui était l'ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle concluait sereinement en disant « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. » Est-ce que, même si toi, tu as pu le vivre peut-être de façon naturelle et aussi parce que tu es arrivé jeune sur l'île et que voilà, c'était pas un sujet pour tes parents, ça s'est fait vraiment tout à fait naturellement, est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce rapport à la nudité, pour certaines personnes, demande un certain cheminement ? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, là, j'ai bien connu Suzanne Zeiser, d'ailleurs. Oui. On faisait des répétitions de chorale chez elle. Oui. Je crois que c'était une grande personnalité. Voilà, tout à l'île. fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Chacun est différent. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je répète que l'île du Levant se prête bien à cette approche. Parce que il n'y a rien d'obligatoire de chaque côté du port, par exemple. Un mélange de personnes nues et de personnes habillées qui se baignent sur les deux dalles du port. D'ailleurs, tu as dû le voir l'autre jour lors de la remise des prix. Absolument. Oui. Et on sent... alors, peut-être que c'est pas général, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus... qui défendent plus fortement la nudité. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'ai pu quand même expérimenter vraiment un respect des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude et qui... C'est tout à fait ça. Alors, il y a des panneaux maintenant au début de chaque corniche. Attention, zone où la nudité est de règles. Et de règles, d'ailleurs, pas obligatoire. Justement, parce que dans les arrêtés municipaux, il n'y a pas marqué obligatoire, il y a marqué de règles. Il y a guère vraiment que la plage des grottes où vraiment... il vaut mieux. Il vaut mieux comme l'histoire que je t'ai racontée. Bien sûr, pour ne pas se prendre des rayons. Voilà. Donc un cheminement possible. Oui. Est-ce que tu dirais que la douceur caractérise l'île du Levant ou est-ce que tu nuancerais un petit peu ? Je nuance un peu, oui. La douceur, je dirais en avant, après saison, en hiver, hors saison. Là, on parle de la douceur de la nature. Est-ce que la douceur est aussi au cœur des relations humaines quand on voit, quand il y a des populations différentes qui arrivent, des réunions de bals, des fêtes un peu partout, on a du mal à trouver une certaine douceur, quoi. C'est plutôt une agression ressentie par certaines personnes, quoi. En résumé, le bruit, quoi. Oui. C'est même plus de la musique pour le moment, c'est du bruit, quoi. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Au cœur de l'été, essentiellement. Voilà, oui.
La cohabitation, peut-être aussi de différentes communautés, on n'en a pas parlé, mais il y a eu l'arrivée de la communauté homosexuelle, je crois, dans les années... Oui, j'ai du mal à dater, mais il y a toujours eu des homosexuels. Oui. J'ai même retrouvé dans des archives, toujours, oui. que Jean Cocteau connaissait très bien l'île du Levant, Ouais. mais dans les années 30. Donc il y a une histoire aussi. Et donc oui, certes, la communauté homosexuelle est assez importante et il retrouve un refuge, une douceur qu'il ne peut pas trouver peut-être ailleurs. Hein. Oui, un regard peut-être plus bienveillant, respectueux. Tout à fait. Ça en effet, je l'ai entendu. Si on peut parler de cohabitation, mais ça se passe, ça passe sans problème. Hein. Ouais. Plus globalement sur la vie insulaire, on dit souvent que la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, sa particularité ? La particularité essentielle, c'est d'être loin du brouhaha du continent. Ouais. Brouhaha des villes, brouhaha même des petites villes comme le Lavandou. Hein. Quand on passe 24 heures ou 48 heures, on revient ici, on respire, quoi. En résumé. Ouais. Donc une espèce de douceur encore, d'environnement, de calme, une forme de détachement. De détachement, voilà. De la vie tout en étant proche. Ouais. Tout en étant proche. Et dans la vie insulaire, dans la vie en communauté, est-ce que tu penses que c'est aussi un lieu où la vie en communauté se vit différemment, peut-être du continent ? Est-ce qu'il y a une forme de solidarité insulaire ? Il y a une solidarité, c'est sûr, une solidarité... qui s'exprime comment ? Surtout déjà avec les réseaux sociaux, il y a des groupes d'échange, hein, c'est important. Ouais. Il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide. Ouais. Parce que tout le monde se connaît, en résident, tout le monde se connaît. Hein. Il y a aussi une chorale qui malheureusement n'existe plus, mais ça a fait des rencontres. Là, il y a des chants qui ont recommencé, là, ne serait-ce que demain soir, ils proposent de chanter en commun à la chapelle des chansons françaises. Ce qui s'était fait par le passé, donc il y a un petit renouveau encore. Là. Donc, il y a une vie associative importante. Vie associative, qui pourrait être plus importante, mais qui redémarre un peu. En dehors des cours de gymnastique ou des cours de remise en forme qui ont lieu toute l'année. Il y a eu du renouvellement de la population, mais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont parties. Beaucoup qui sont parties, il y en a encore quelques-unes que j'essaye, moi, en tant qu'adjoint, d'accompagner. C'est ça, c'est qu'il y a une entraide, une solidarité particulière avec peut-être les plus anciens sur l'île. J'essaye, ouais. Est-ce que vous connaissez, je passe du tutoiement au vouvoiement, Frédéric, mais est-ce que vous connaissez un petit peu les îles de Porquerolles et Porquerolles ? Alors, Porquerolles, un petit peu. J'ai bien fréquenté quand on a participé à la rédaction de la charte du parc. On a eu plusieurs réunions. C'est là où j'ai découvert. Vous avez fait partie du groupe du Levant, oui. Avec Christophe Chevalier, Maxime, Prodromides. Avec les gens Là, c'était des rencontres intéressantes. J'ai découvert les lieux aussi. Oui. Même Porquerolles, j'ai même été à Porquerolles une fois aussi. Ouais. Une fois seulement ? Non, une fois dans le contexte de la charte. Une autre fois dans les symposiums Total. D'accord. Non, c'était pour les cétacés. D'accord. Non, deux fois j'étais à Porquerolles. 2 fois à Porquerolles. Ah oui, c'est finalement assez peu. C'est peu, mais c'est loin. Mais c'est loin, mais je suis d'accord. Pour y aller du Levant... J'en sais quelque chose, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, alors, bien que vous en avez une connaissance assez sommaire, est-ce que vous pourriez qualifier d'un seul mot les 3 îles ? S'il fallait les qualifier chacune par un adjectif, qu'est-ce que vous diriez de chacune d'elles ? Porquerolles, c'est la nature, dans le plein sens du terme. Hein. Porquerolles, c'est le tourisme, c'est l'affluence. En dehors des mois d'été, on peut vivre une certaine... c'est le naturisme et le calme. Le naturisme et le calme. Même s'il y a des missiles. C'est ça. En plus de 60 ans maintenant, comment vous avez vu l'île évoluer ? Quels sont les grands changements que vous avez pu observer et quel regard vous portez ? C'est très simple, c'est l'électricité. Ça a tout changé. Oui, 89. Même au point de vue relations humaines. Hein. Même parce que je n'ai pas connu tellement bien avant 89. Oui. Hein. Mais je pressentais un peu ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je suis venu un petit peu, mais pas souvent, quoi. Quand vous dites en termes de relations humaines, est-ce que je pense qu'il y avait plus de relations. Enfin, du temps les gens se retrouvaient. Des temps de mes parents, il y avait beaucoup de relations. Les gens se retrouvaient dans les restaurants, les commerces, même chez eux. Hein. Là, l'électricité, ça a un peu changé. Avec la télévision, c'était beaucoup plus facile d'accès. La population, il y a moins de monde. Beaucoup moins de monde qui vient au Levant. Plus à Porquerolles, c'est une bascule
Le naturisme en cela peut-être met une distance. Met une distance oui. Et aussi l'arrivée des centres naturistes en Croatie, en Yougoslavie. Déporte un petit peu les flux touristiques. Oui. C'est ça. Il y a eu la fermeture de l'école quand même. Oui, fermeture de l'école, mais même à la fin, il n'y avait que 2 élèves. Donc... Vous avez vécu, vous, l'école ouverte ici ? Non. Brièvement. Non. Et en tant qu'adjoint spécial, justement, ce sujet de l'école, on voit quand même la notion des services sur l'île est un vrai sujet, que ce soit pour l'alimentation, mais les services de santé aussi. On dit souvent que sans école, avoir une vie à l'année, un renouvellement des générations... c'est facile de la fermer, c'est difficile de la rouvrir. C'est difficile de la rouvrir, Ça, je pense que... Il y a une solution, ou est-ce que vous pensez que ce serait la solution souhaitable proposée par la mairie, qui est un peu... Utopique, c'est d'amener les enfants à Porquerolles. Moyens nautiques, le mauvais temps, c'est un peu surréaliste. Ouais. Non, c'est pas possible ça. Il y a juste une personne qui fait école à la maison là. Voilà, une seule. Ah oui. Il y a un enfant ici sur l'île. Ouais, ça peut durer un petit peu, mais après il y a la vie sociale de l'enfant. C'est compliqué. C'est délicat. Ouais, c'est compliqué. Si vous deviez identifier 3 enjeux majeurs, on les a. Je pense voilà, ça va être assez simple, mais auxquels le Levant doit faire face, c'est l'eau en premier. Le port. Oui. Les déchets, les déchets là. Trouver une solution pour soit faire une économie recyclage, du recyclage. Parce que c'est quand même dommage de voir tout évacuer sur le continent, avec le coût que ça engendre. Bien sûr. Ça demanderait vraiment une ressourcerie, c'est un peu utopique là. non, mais une amélioration du tri, quoi. Enfin, l'eau, le port et le recyclage des déchets. Il me reste 2 questions. Quelle est pour vous, Frédéric, votre définition du Levantin ? Le Levantin ? Ouais. Une bienveillance naturelle. Un environnement sain et protégé, quoi. Ouais. Quand vous êtes loin de l'île, que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? C'est la rade d'hier. C'est la rade d'hier. La rade. Au Porquerolles et la rade. Ce que vous voyez en fait de chez vous, peut-être. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, ce vers quoi toutes les maisons sont tournées. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment l'image caractéristique qu'on a quand on est ici. Si l'île était un son, un cigale. Les cigales, très présentes. Ah oui. Moi, ça ne me gêne pas, il y en a que ça gêne. Ça atténue tous les bruits parasites qui peuvent arriver en été. Et pour terminer, si l'île était une odeur. Une odeur, l'odeur de la salseparaille, des fleurs de salseparaille, des fruits, au bord de mer. Lié à l'odeur du bord de mer, l'odeur de la mer. Oui, l'odeur de la mer, c'est revenu beaucoup. Salseparaille. La nourriture des schtroumpfs. Exactement, c'est d'ailleurs la feuille que j'ai choisie pour le logo de Fragile Porquerolles, qui est un cœur qu'on trouve sur les autres îles. Merci beaucoup Frédéric pour votre témoignage, merci beaucoup. Merci à Frédéric pour ce partage et son engagement pour l'île. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.